Jour, macaron, petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abatture, bâton, casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Salut tout le monde, comment allez-vous? Soyez les bienvenus. C'est un grand plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais avoir une invitée très spéciale, mais avant de passer à elle, j'aimerais vous souvenir que c'est notre dernière semaine des budgets collaboratifs sur Apoia.se, apoia.se. Bon, en tout cas, le lien il sera ici dans la description sur YouTube ou dans la plateforme que vous nous écoutez. Donc, allez vite, aidez à continuer ces beaux projets. On a déjà atteint 43% de la somme totale qu'on a besoin pour payer l'inscription des Zooms pour continuer le travail. Et voilà, après ça, je vais déjà vous présenter notre invité. Salut, on est aujourd'hui avec Vitória de Toledo, ou en portugais, Vitória de Toledo. Comment ça va, Vitória? Ça va, et toi? Il fait froid chez toi? Ça va très bien. Oui, en fait, pour moi, il fait froid parce que je ne suis pas une personne du froid. Donc, toujours, il fait froid pour moi quand c'est moins de 30 degrés. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Oui, pour en l'invitation. fait, j'aime quand ça se passe, des connaissances comme ça. J'ai flâné sur l'Instagram du podcast et du coup, j'ai vu un post de ton ex-prof de français dans Ouais. lequel il s'est vanté un petit peu parce que son élève finissait un master à Paris-Nanterre dans le domaine des droits et tout. Et j'ai vu la recherche et j'ai dit, waouh, il faut que j'invite cette fille-là hein, pour nous parler un petit peu de ça. Ah oui. Mais enfin, on va voir. C'était parmi beaucoup de larmes et beaucoup c'était fatigant, mais on a survécu cette recherche. Et on va parler de ça après. Oui, parfait. Bon, et déjà, on commence toujours avec cette première question. Victoria, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Mais tu sais que cette question, elle m'a posé beaucoup de problèmes parce que pour commencer, enfin, je savais pas. Les autres, je peux parler de ma recherche et tout, mais parler de moi, c'est hyper dur. Donc, j'ai appelé mon père aussi. J'ai dit, mais c'est qui moi? Qu'est-ce que je peux dire? Et il m'a donné plein d'idées, mais pour commencer, il connaissait pas l'expression en portugais. Genre, la queue de la boulangerie, j'ai dû expliquer, il ne connaissait pas. Ah, c'est bon. Et ensuite, il m'a dit, mais pourquoi tu chantes pas Belchior? J'ai dit, ok, je vais appeler la bonne personne. Tu sais, la chanson, je suis à peine un garçon latino-américain. J'ai dit, ok, non, c'est pas. Je pensais à beaucoup de choses, mais ok, je peux dire un truc simple. Mon père ne m'a pas m'aidé, donc un truc simple. Je suis une femme, je viens de Belo Horizonte, je suis de gauche, je suis latino-américaine. Ça, c'est important. Ça, c'est une chose que j'ai appris en France, que j'étais latino-américaine. J'ai 24 ans et je suis la fille de Roger Mara. Je sais pas. C'est un peu ça. Ah, Pour parfait, hein? commencer. Plus Ah, mais, simple que les idées de mon père. mais en fait, c'est bon, hein, si tu veux chanter Belchior, c'est pas grave, hein, tu peux le faire. Non, mais tu mérites pas ça, non, mais d'entendre ma voix en chantant et quoi, toi. Horrible. Oui, voilà. Et bon, déjà, tu as commencé par un sujet intéressant, cette reconnaissance d'origine quand on Mhm. est hors notre pays d'origine. Ah ouais, ça, je peux parler, je peux expliquer un peu, mais j'ai la tendance à parler trop. Enfin, je parle beaucoup, donc tu peux me couper quand tu veux. Oh, vas-y. Et mais en fait, la première fois que quelqu'un a dit ici: «Mais tu fais latina, ça se voit que tu es latina». J'étais un peu, gênée, j'étais un peu vexée, en fait, et j'ai pas compris pourquoi j'étais vexée de la reconnaissance que j'étais latina et que ça se voyait que j'étais pas française.
Donc, j'ai pris un peu ça dans mon cœur. Et après, j'ai commencé à réfléchir. Et ça a beaucoup m'aidé le fait que j'ai rencontré ma meilleure amie ici. Elle est chilienne. Et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et genre, des choses, les choses qu'on mangeait et même les faits que notre mère, il y avait un chanteur comme Roberto Carlos qui sa mère écoutait au Chili pour faire le ménage les dimanches. J'ai dit, OK, ça c'est le Brésil aussi. Et donc, Oui. je me suis dit, OK, il y a plein de choses en commun. Et donc, on mangeait ensemble souvent. Les choses qu'on mangeait, du riz, haricots, un truc commun, un truc bête comme ça, c'était pas la même chose que les Français. Donc, j'étais plus proche de quelqu'un du Chili qu'à quelqu'un français. Donc, j'ai commencé à me voir plus comme latina que comme une Brésilienne détachée de continent. Ça, c'était une expérience. J'ai dû m'éloigner du Brésil pour me rendre compte qu'on est plus proche de l'Amérique latine. Voilà. Oui. Il y a un conte de Saramago, l'écrivain portugais, Mhm. et, qui s'appelle... j'ai oublié le nom, mais je pense que c'est Conte de l'île quelque chose. C'est un Ah conte qui oui. va parler d'une île. Euh, oui, j'ai oublié le nom. Et dans ces contes-là, justement, il a cette phrase parce qu'il y a ces personnages qui vont sortir de l'île et tout. Et il dit, pour voir l'île où on habite, il faut qu'on sorte de cette île parce que quand on est dans l'île, on ne peut pas la voir, hein. Oui, c'est exactement ça. J'ai vu l'île, là. Oui. J'ai dû croiser l'Atlantique pour voir l'île. Oui, voilà. Bon, mais c'est super ça, c'est reconnaître. Et c'est intéressant même cette chose de se vexer, se sentir un peu vexé. Mais peut-être aussi que c'est la manière comment la personne a parlé aussi qui t'a vexé, mais aussi qu'on apprend à se sentir vexé d'être latino. Oui, c'est ça. N'est-ce Mhm. pas? Et par contre, Mhm. il Un faut, peu des deux. oui, Pardon. voilà. Et par contre, il faut apprendre aussi à, à se reconnaître comme ça et dire oui, je suis latino, c'est bon. C'est ça que je suis même. J'adore être ça, en fait. Oui, c'est ça, d'être fier d'être latino. Je sais pas, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Enfin, t'as senti un peu que les gens parlaient d'une façon un peu prébassante, je sais pas comment dire, prébassante. Ils te mettaient un peu dans une position un peu négative d'être latino ou pas? Ah oui, j'ai eu des petites expériences comme ça, mais de manière générale, avec les gens avec qui j'ai eu l'opportunité de convivre, ça n'a pas marché souvent, tu vois. Mais oui, Mhm. des situations spécifiques, parfois un prof, parfois des gens dans les métros, des choses comme ça. J'ai eu des expériences, des mauvaises expériences comme ça, Ouais. hein. Mais t'as vu d'autres personnes Mais en fait, ayant... ils me confondaient avec des Arabes, pas avec des Ah Latinos. ouais? Oui, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai une, une image Ah, mais arabe. je dirais pas. Oui, je sais Je pas. sais Même pas. les gens, quand j'étais dans les métros à Paris, ils parlaient arabe avec moi. Non, sérieux? C'est vrai. Ah, Et bah, ils venaient vers moi, ils commençaient à parler arabe directement, sans rien demander. Et je comprenais rien, quoi. Je disais, non, non, mais non, les je pauvres, parle après, pas ils étaient arabe. déçus. Oui, très déçu, en fait. C'est comme si c'était un Oh! péché. Parce que je disais, non, je parle pas arabe. Et ils faisaient une figure comme ça, comme dit, quoi? Mais t'es d'origine arabe et tu parles pas arabe? Et je leur disais, non, mais je suis pas arabe, je suis brésilien. C'est pas possible que je parle arabe, en fait. Mais tu connais tes origines, Pas peut-être? du tout. T'as quelques Non, pas du tout. Je suis très Brésiliens. brésilien pour connaître mes origines. En fait, je connais mes origines jusqu'à mes grands-parents. Après ça, j'ai pas d'idée. Mhm. Tu vois? Mhm. Bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Ouais. et Peut-être vraiment, qu'il avait... c'était vraiment bizarre. Une fois même, j'ai aidé une madame qui descendait avec beaucoup de sacs les escaliers du métro. Elle a commencé à parler arabe avec moi et je lui ai dit non, je parle pas arabe, non, non, non. Elle était tellement fâchée parce que je parlais pas arabe elle a pris les sacs de maman, elle a descendu elle-même avec les sacs.
Non, elle a fallu te taper, te frapper avec son truc. Euh, Exactement. Les petits arabes français là qui parlent pas arabe. Oh non, mais j'adore. Ah, mais je savais Ouais. pas. Ah, je vais te stalker après sur ton Insta pour voir les photos quand tu étais ici, pour voir si t'étais plus bronzée, je sais pas. Non, mais en T'avais- fait, tu vas rien trouver. J'avais pas Instagram à l'époque que j'étais en France. J'avais pas de Oh, réseaux sociaux. pourquoi? C'est intéressant ce que je vais dire parce qu'aujourd'hui, j'ai une page de Instagram que j'utilise souvent, mais j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux pendant la pandémie. Je n'aimais pas. Ah, Oui, sérieux? oui, sérieux. Mais pendant la pandémie, j'étais 100% à la maison et j'avais besoin d'interaction humaine. J'ai créé le podcast, j'ai créé ma page personnelle et tout. Mais avant ça, je n'avais pas Instagram. Waouh, Ouais. je sais pas comment tu as fait. Ça, c'est une question qu'on peut parler après parce que j'étais là en France pendant le confinement. Donc, j'ai vécu cette expérience ici. Et je suis arrivée en février et j'étais confinée en mars. Donc, j'ai dû apprendre le français confiné ici. C'est Ah mon intéressant. Dieu. Wow. Non, mais tu vois, en fait, j'allais te demander d'où tu viens. Tu as déjà dit que tu viens de Belo Horizonte aussi. Et... Mais quelle est ton histoire avec le français, justement? Raconte-le nous. Waouh, c'est longue l'histoire. Je sais pas pourquoi la France était toujours un peu. Ma famille, comme toi, je connais pas mes origines. On est brésilien, 100% brésilien, sans passeport, sans rien. Euh, il y a toujours un truc avec la France. Le père de mon père, il était dans l'armée au Brésil. Il était dans le domaine de l'aviation. Je sais pas comment on appelle cette branche de l'armée. Le, travailler dans l'aéroport avec les avions. Il a été invité de venir en France, genre à l'époque, 1960, pour apprendre les choses, pour apprendre l'expertise française, mais il n'a pas voulu. Et donc, c'était toujours un sujet un peu tabou dans ma famille parce qu'il ne voulait pas laisser sa fille et son fils pour venir. Ensuite, mon père, il est venu en France pour travailler. Il travaille dans un domaine bancaire, mais pas banquier. Il Banquier, a pas oui, en vas-y. banque. Mais donc, il était, comme il parlait français déjà à l'époque, les Français c'était comme l'anglais maintenant. Il était invité pour travailler en France à Paris pendant quelques temps. Il est venu, il était totalement, c'était magique pour lui. Tu vois, quand quelqu'un rencontre un lieu, il dit, mais c'est ici que je veux vivre. Mais c'était à l'époque, mes parents, j'étais pas encore née et ils voulaient avoir des enfants. Donc, ils ont décidé de venir. Ma mère était enceinte de mon frère. Donc, c'était l'expérience coupée de la France. Il y avait deux générations avec l'expérience coupée. Et donc, j'ai toujours entendu parler de la France comme si c'était un lieu magique, un lieu de rêve où mon père, il a commencé un rêve, il a dû s'arrêter. Et c'était toujours ça. Waouh, la France. Donc, quand j'ai fini d'étudier l'anglais, j'ai eu le premier diplôme là, qui c'est même pas intermédiaire. J'ai dit, OK, l'anglais, je laisse tomber, c'est même pas une belle langue. Et je commencerai le français. Et j'ai commencé à faire des classes de français un peu genre, j'ai fait un semestre, je m'arrête, tout. Et quand j'ai commencé mes études en droit à UFMG, et j'ai décidé de reprendre le français, j'ai rencontré Pedro, notre lien, qui m'a dit, genre, il y a un programme qui s'appelle Minos Mundi pour envoyer des personnes aux différentes universités pour faire un semestre ailleurs. Tu peux choisir son université. Moi, lui, en l'espèce, c'était lui, il m'a dit, je suis allée à la Sorbonne. J'étais comme, waouh, la Sorbonne, c'est les rêves. Tout le monde a déjà entendu parler de la Sorbonne à Paris. Donc, j'ai commencé à faire tout. Pedro me disait, il faut nettoyer le sol pour avoir un diplôme, que ça va t'aider à aller à la Sorbonne. J'ai commencé à faire ça. J'ai fait mon diplôme de français. Non, mais j'ai commencé à aller dans tout les conférences, me donner des certificats pour avoir un bon CV, quoi, un bon qui m'allait permettre de, 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 de venir. Et donc, j'ai fait ça et j'ai fait la moitié de mon cours au Brésil.
Et quand je suis arrivée au 5e semestre de droit, j'étais prise pour faire un semestre en France. Et je suis venue et c'était pile point le confinement. Et c'est bizarre ça, mais ça m'a beaucoup. C'est horrible parce que c'était l'enfer, les confinements, il y avait beaucoup de morts, c'était les paniques, on n'avait pas de masque et tout. Mais j'étais confinée dans une résidence du gouvernement, en Crous, et j'ai rencontré tout le monde du bâtiment et il y avait personne qui parlait anglais, ni portugais, ni rien. Donc, j'ai dû apprendre le français. J'étais confinée avec le français et j'ai dû apprendre. Je savais déjà avec les cours, mais c'était pas un français c'est un français enfin, les français que j'ai appris ici pendant le confinement, c'était le français qui m'a permis de parler, de me communiquer, de faire d'amis. C'était un français de la rue. Et donc, mon histoire avec les Français, c'est un peu ça. Donc, comme mon père, je suis tombée amoureuse de la France. J'étais censée d'y rester 6 mois, ça fait 2 ans et demi. Avec des allers-retours, parce que avec le confinement, enfin, j'ai fait mon Erasmus, ils appellent Erasmus. J'ai fait l'échange universitaire. J'ai prolongé un an. Donc, j'ai fait un an. Je suis retournée au Brésil quelques mois et ensuite, je suis venue pour les masters. Et c'est ça. Donc, j'ai fini mon master et je rentre au Brésil pour les vacances d'été ici. Là, c'est l'été. Pas trop, mais c'est l'été. Et je rentre au Brésil et je vais faire les démarches pour commencer une thèse, les doctorats ici, si tout va bien. Mais pour l'instant, j'y vais au Brésil. Ah, C'est c'est ça, parfait, hein? Très c'est mon belle. histoire. Donc, ton histoire a commencé avec ton père avant toi même. Ouais. Elle te précède, ton histoire avec le Mhm, français. c'est ça. Très belle histoire, hein. Ah, il y a Euh, même un truc en plus que j'avais oublié. En fait, c'est un peu anecdote intéressant. C'est quand ma mère, elle était ici avec mon père qui travaillait ici. Elle, ma mère, elle a eu beaucoup du mal enfin, à tomber enceinte. Enfin, elle a eu beaucoup de fausses couches. Elle a eu comme 6. Donc, quand elle a réussi ici de faire un traitement ici et garder un enfant, elle a été très, c'est pas fière, elle était contente de cette lien qu'elle a créé avec Paris. Donc, elle a décidé de donner un nom à son fils, son prénom. Elle savait pas si c'était un garçon ou une fille. Un nom qui faisait référence à cette ville de Paris. Donc, elle a commencé à aller dans tous les musées et tout. Et donc, elle rentre dans le Louvre. Elle a vu Victoire de Samothrace. C'est une statue énorme, très belle quand tu rentres au Louvre. Elle a dit non, mais c'est ça. Si j'ai une fille, elle va s'appeler Victoria. Et c'est pour ça que je m'appelle Victoria. Mais Wow! c'était mon frère. Donc, elle a dû Ah, attendre un peu. Elle ah, a dit c'est OK. pas vrai. Donc, oui, c'était un garçon, finalement. Ah, mais c'est cool, hein, l'histoire de ton nom Oui, aussi. oui. Mhm. Euh, et ton papa, il est allé de rendre visite à Paris? Ici, Mhm. ils sont venus une fois et c'était trop beau. Parce que enfin, la première fois, c'était le confinement, donc je suis restée sans eux. Mais la deuxième, quand je suis revenue en septembre, ils sont venus avec moi. C'était trop mignon. Parce que c'était comme mon père, il est hyper à l'aise ici. Ça, c'est peut-être quelque chose de notre vie. C'était comme, il sortait tous les jours pour acheter du pain, du fromage, des baguettes. C'était bien. Et ils sont restés un mois et ils ont dit non, mais on a dû rester plus. Ah, Je les sais pas pauvres. qui. Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils viennent un jour pour rester longtemps. Ah oui, Mais c'est joli, hein. tout est cher, hein. C'est ça, c'est un souci sur la France. Sur Paris, non. Tout est cher, donc c'est difficile de Mm, rester plus. oui, mais c'est beau, hein. Mhm. Super, mais dis-moi, comment une fille de Belo Horizonte est sortie du Brésil pour aller étudier le contrôle de la détention par les organismes supranationaux de protection des droits de l'homme à Paris-Nanterre? Waouh, c'est long comme question. Donc, j'ai raconté un peu comment j'ai fini pour être en France, mais les masters. Donc, j'ai fait toutes les démarches. Je ne sais pas si tu connais les démarches
Campus France pour venir. Et pour le Brésil et la France, ils ont des liens de partnership. Il n'y a pas un mot français pour ça. Ils utilisent ça. Horrible. Les anglophones, ils gagnent le monde là. Mais donc, normalement, il faut postuler par cette agence gouvernementale qui fait des liens entre les étudiants brésiliens et les étudiants français et les universités françaises. Et j'ai postulé, je voulais étudier le droit pénal. J'étais toujours intéressée par le domaine des prisons. Même au Brésil, avant, j'ai commencé à étudier le droit et ça m'intéressait. Donc, j'ai postulé à plein d'universités dans le domaine pénal et j'étais acceptée à deux universités, à Aix-Marseille et à Nanterre, Paris-Nanterre. Et je voulais pas quitter Paris. Donc, même si Aix-Marseille, c'était la mer et tout, je me suis dit, même au niveau du travail ici à Paris ou à côté de Paris, Nanterre, c'est à côté de Paris. C'est comme Contage. C'est comme Saint-André, je sais pas, à Saint-Paul. Donc, je me suis dit, c'est Paris-Nanterre. En plus, Paris-Nanterre, c'est l'université de 1968. Donc, ça a commencé tous les protestes et tout. Je me suis dit, OK, c'est hyper stylé, c'est ça que je veux. Donc, j'ai commencé à faire mes études en droit pénal ici. Et normalement, il te donne une page avec tous les sujets que je peux écrire, ton mémoire, tout. Et j'étais pas attirée pour les sujets qu'ils ont établis avant. Donc, j'ai parlé à un prof au hasard. J'ai dit, je suis brésilienne, j'ai pas d'idée. Elle a dit, OK, le fait que tu es brésilienne, c'est un bon début. Tu peux dire, on va, donc on va travailler sur un sujet comparatif. On commence par là. T'aimes les prisons et on va travailler sur les prisons et dans les domaines comparatifs. Elle a dit, quand vous avez, ils sont super hiérarchiques et ils gardent les distances ici, vous avez une semaine pour me donner des sujets qui peuvent vous intéresser sur les prisons françaises et brésiliennes. Donc, j'ai fait une liste, je sais pas, les familles, comment les familles sont traitées en prison au Brésil et en France, les LGBT au Brésil et la France en prison. Mais mon sujet d'amour, c'était les migrants, c'était les étrangers en prison au Brésil et en France. Mais c'est un peu interdit ici de parler. En France, c'est pas comme le Brésil qu'on peut faire c'est comme, il n'y a pas un IBG ici pour faire de recherche ethnique, ils disent. Par exemple, on ne peut pas savoir combien de Noirs il y a en prison. Ça ne se fait pas en France. Ça, Ah c'est bon? pas un sujet qu'on parle. Non. Ils disent qu'on ne peut pas faire la différence entre les personnes par rapport à leurs origines, ni la couleur de la peau. Ils disent que On ne peut pas faire la c'est différence officiellement. officiellement, c'est ça que j'ai dit, c'est une hypocrisie parce que si tu rentres dans un prison ici, même si tu discutes avec les détenus, ils disent c'est 70% d'Arabes, 30% de Noirs. Donc, eux, ils savent, mais les gouvernements ne peuvent pas parler et c'est dommage pour moi parce que j'ai pas pu travailler dans les... C'est dommage, pas que pour moi, c'est un dommage parce qu'on ne peut pas établir des politiques publiques en gardant en tête qu'il y a des différences, il y a un préjugé et tout, mais bon, ça c'est une longue discussion. Et donc, j'ai pas pu travailler dans le domaine que je voulais, que c'était les migrants en prison au Brésil et en France. Donc, et là, c'était ma dernière option. J'ai dit, OK, pourquoi on ne parle pas des cours supranationaux comme les cours européens et les cours interaméricains? Et j'avoue que c'était un peu parce que Sur c'était quoi? Pardon. facile pour moi, les cours européennes et interaméricaines. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, je vais expliquer. Mais c'est facile parce que eux, ils parlent. Il y a des documents de la Cour européenne qui parlent de la Cour interaméricaine. Donc, c'était un domaine où il y avait un dialogue direct. Donc, je me suis dit, OK, ça va être facile. Ça va parler du Brésil, de la France et ils parlent beaucoup de prisons. Oui. Et la Donc, cour là, c'est quoi en fait?
La cour, il y La a, cour d'assises, c'est ça, les jurys? non, c'est la Cour européenne des droits de l'homme et Ah, la Cour d'accord. interaméricaine. Ce sont des organismes qui ont été créés après la guerre, ici après la guerre, et au Brésil, un peu avant, mais il a commencé, au Brésil, non, l'Amérique. Il a commencé à marcher un peu après les dictatures en Amérique latine pour protéger, je peux expliquer un peu plus, enfin, un peu plus avec des mots un peu plus basiques. C'est un organisme qui a une autorité sur plusieurs États pour protéger les droits de l'homme. Après un moment ils étaient bien violés, que c'était la guerre en France, en Europe, et après les dictatures en Amérique latine. Donc, il fallait avoir un organisme qui prenait soin des personnes, des nationaux des différents pays contre l'arbitre de l'État ou même de violences internes et tout. Donc, ils ont créé ça et ça marche avec de défaillances. Ça fait longtemps qu'ils sont là, donc quelque chose ils font. Ah oui, voilà. Ah, merci pour expliquer aussi. Je suis pas très doué là, dans le vocabulaire juristique là. Ah ouais, mais Mais pardon, c'est... continue là, à expliquer le processus de choix. Ah non, mais c'était un peu ça. Donc, j'ai commencé à travailler et c'est un peu difficile parce que as un thème ici, choisis ton thème ou ils peuvent choisir pour toi. Et après, tu sais pas trop comment travailler parce que je n'étais pas habituée à la méthodologie française. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, l'université, la licence, euh, ils font en 3 années et ensuite les masters en 2. Et comme j'avais déjà fait 5 années de droit au Brésil, ils ont dit, OK, tu peux rentrer direct dans les M2, que c'est la deuxième année des masters. Donc, je n'avais pas fait les masters avant ici. Je ne savais pas comment faire la méthodologie écrite. Et en France, ils sont hyper carrés en ça. Ils sont hyper carrés dans où chaque phrase va venir. Toi, je crois que tu comprends ça un peu. J'ai Les pas modèles compris. de dissertation, chaque chose. Donc, je ne savais pas. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre un peu. La moitié de ma recherche, c'était comprendre. Et c'était frustrant parce que je voulais commencer à écrire, au moins au Brésil, pour écrire la dissertation, les TCC. On commence à écrire et après, on met chaque chose à sa place. Ici, non, il faut avoir un plan. Et les plans ici, les plans, partie 1, partie 2. La partie 1, elle a 2 chapitres. La partie 2, il y a 2 chapitres. Et chaque chapitre, il est divisé en 2. Donc, la prof, elle m'a demandé de faire chaque type et l'envoyer. Et si elle acceptait, et elle a pris beaucoup de temps pour accepter, elle voulait changer beaucoup de choses. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps de le faire accepter mon structure. Et ensuite, elle voulait aussi la problématique, c'est la question que je devrais répondre. Elle n'était pas contente, donc ça m'a pris la moitié du temps. Et l'écriture, le travail manuel même, c'était juste la fin. Enfin, ça, c'est très différent du Brésil. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, j'ai pas eu l'expérience d'écrit vraiment comme tu as fait, en mémoire et tout. Mais en même temps, il y a un côté bon d'avoir cette structure parce que on a une orientation, hein, je sais pas, de combien de paragraphes, plus ou moins et tout. Mais en même temps, ça peut être mauvais, hein, il y a les deux Ouais, côtés, hein. ouais. Mais oui, j'ai pas eu cette expérience en fait. Mais t'as fait des épreuves ici, non? Des examens. Ah oui, oui, ça, en fait, j'ai fait des cours de M1 et aussi, M2, je crois aussi. Euh, oui, ça variait beaucoup. Mais pour moi, je suis terrible avec des examens de mémorisation, des Mhm. choses comme ça. Je suis mieux en argumentation et tout. Et discuter la théorie que répéter la théorie, tu vois. J'ai Mhm. eu une prof qui demandait seulement des répétitions de la théorie et j'ai j'ai été très mal dans ces cours. Horrible. Euh, donc, à la fin, tu as fini par choisir ce thème-là de comment les droits de l'homme, ces organismes qui Mhm. gèrent, on peut dire comme ça, qui gèrent le droit, qui Ouais. va gérer les droits de l'homme là dans les pays, ils travaillent en France et au Brésil, c'est ça, grosso modo? Mhm. Ouais. Ouais.
Mhm. Alors, c'est ça que c'est... Parce que, bon, le titre, quand on lit, il est assez joli Mhm. et très chic aussi. Je pense que comme Mhm. il faut, hein, pour le... surtout après ce que tu as Bien dit, hein, sûr. de cette structure et Oui. tout, hein, assez Mhm. intellectuel et tout. Mais bon, explique-moi comme si j'avais 5 ans. Qu'est-ce que c'est un organisme supranational de protection des droits de l'homme? Ok, je vais essayer d'expliquer. Après, c'est C'est normal ça? qu'on sache pas parce que au Brésil, on parle pas trop. Ici, c'est incroyable en France. La force que la Cour européenne a. Tout le monde étudie à l'école, tout le monde en parle. Il y a de jours, bon, si elle rend en décision, tous les mondes, ils parlent, le Figaro. Donc, les côtés européens ici, c'est plus, enfin, courant, qui est plus dans la routine des gens qui au Brésil. Donc, pour moi aussi, j'avais aucune idée que c'était quoi un cours européen des droits de l'homme, un cours interaméricain. C'est ça que ce sont les organismes supranationaux que j'ai étudiés. Ce sont des structures, c'est comme un tribunal, des tribunaux, qui ont une autorité, comme j'avais dit, sur plusieurs États. Et on parle de supra et pas inter, enfin, c'est pas l'ONU, c'est pas international, c'est supranational parce que c'est une entité nouvelle. Par exemple, alors l'ONU, Nations Unies, et on a les autorités des pays qui vont se réunir une fois par an, une fois par je sais pas quand, pour parler, mais un organisme supranational, c'est des juges, c'est pas les juges brésiliens qui vont se réunir avec les juges, je sais pas, mexicains. Ce sont des juges élus qui ne représentent pas les pays, qui vont juger les affaires de ces pays. Et donc, c'est une entité nouvelle. C'est pas un rencontre des ministres. Et ils ont des décisions propres, c'est pas au nom de chefs des États. Ils vont juger les cas de, il y a une violation de droit pénal, non, des droits humains dans les pays, droits de l'homme plutôt. Et, par exemple, un cas au Brésil qui n'est pas allé à la cour, mais a fallu aller, c'est le Carandiru. Carandiru. Par exemple, des cas comme ça, ça montre un peu comme l'État peut violer les droits de l'homme de ses nationaux, ses citoyens. Et là, si l'État fait rien, par exemple, il n'y a pas un jugement des responsables et tout, et la décision, elle peut aller dans ces organismes, les cas, il peut aller, il peut être dans ces organismes, et ils vont juger les pays. Et le pays va devoir payer, indemniser les personnes, par exemple les détenus ou leurs familles et tout. Et c'est un Ah, peu ça, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. non, parfait, j'ai très bien compris. Merci, voilà. Vraiment, j'avais jamais entendu parler. Bon, de l'ONU, bien sûr, que j'avais entendu parler, mais pas de cette idée d'organisme supranational. Oui, Très bien. c'est pas quelque chose qu'on parle trop au Brésil. Il n'y a Hmm. pas en farce. Enfin, par exemple, les cas Marielle Franco. J'ai appris après qu'il parle sur ça, la commission interaméricaine. Maria da Penha, c'était une décision de la Cour qui était après prise par le Brésil. On a décidé de mettre un autre. Les cas Herzog, journaliste tué à la dictature, pendant la dictature. Tout ça, c'était jugé par la Cour et je ne savais même pas. On ne parle pas de ça au Brésil. Je ne sais pas si un choix politique de ne pas parler, mais on ne parle pas. Oui, voilà, c'est vrai. Mais j'aimerais retourner à un point que tu avais passé pendant que tu D'accord. expliquais d'autres choses, que c'est le Mhm. fait que la France ne fait pas l'enquête Ah ouais. pour savoir la quantité de Noirs, d'Arabes et les origines, par exemple, pas seulement en prison, mais dans tous les autres domaines, hein, comme on fait au Brésil. Mhm. Euh, Parce que je ne comprends pas comment, parce que si on ne fait pas cette enquête, on n'a pas comment gérer les politiques publiques pour ces groupes. C'est un peu ignorer qu'il existe un racisme structurel dans la société. Euh,
On est d'accord? c'est... Oui, parce que ça, c'est accepter qu'il y a une égalité de base, Mhm. qu'il n'y a pas une inégalité basée dans le racisme. Et Mhm. c'est bizarre. Comment ils font les politiques publiques ou ils ne font pas? Il n'existe pas de politique publique en pensant dans le racisme, en pensant dans les... fait- euh, ou des questions de genre aussi. Au moins, pour les questions de genre, il y a... C'est bizarre, tu Même, vois. enfin, même dans la question des genres, je sais qu'il y a eu des débats. Par exemple, ils ont essayé de faire ici, il n'y a pas une loi de féminicide parce qu'ils disent que c'est une loi qui va pas prendre tout le monde comme égaux. Mais j'ai dit, mais c'est exactement Oui, ça. oui, mais c'est C'est ça exactement l'idée. Là, oui. ça. Il n'y a pas une loi de féminicide ici. Mais c'est ça, il s'appelle universalisme républicain. Ça veut dire que tout le monde est égal. Donc, on peut pas. C'est une politique qu'ils ont fait après la guerre, comme il y a eu holocauste, comment on dit. Comme il y a eu des questions assez sérieuses avec les Juifs, avec les Gitans pendant la guerre, ils ont décidé, ils ont dit que il fallait pas faire une différence entre les différentes personnes par rapport à leur couleur ou leur origine. Mais ça, c'est intéressant. L'idée, c'est de faire, mais ça marche pas. C'est parce qu'on sait bien que la France, c'est pas les pays qui est plus. Il y a beaucoup de préjugés ici. Ça se voit. Et donc, pour moi, j'avais l'impression que c'était un peu cacher un problème au lieu de le résoudre. Enfin, on parle pas, on parle de. Et c'est interdit de faire. C'est même, j'ai déjà posé la question 2 fois, enfin en surveillant à l'occasion, enfin un prof, en demandant si je pourrais parler de ça. Genre, il y a combien d'étrangers en prison? Ils ont dit, on peut pas dire ça. Ça, c'est interdit, c'est même un crime. Et c'est cacher un problème. Par exemple, au Brésil, on sait qu'il y a beaucoup plus de personnes noires en prison qui dans si on fait les recherches dans les personnes libres, enfin, les personnes qui ne sont pas en prison. Il y a beaucoup plus de noirs en prison qu'à l'extérieur. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Et ici, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un souci. On ne peut pas dire qu'on met en prison par rapport à la classe sociale, par rapport à la couleur de peau, parce que bon, il cache ça. Oui, c'est bizarre C'est parce horrible. que qui gagne avec ça? C'est ça, Avec hein. cette idée d'égalité? Parce que bien sûr, l'État, il doit traiter tout le monde comme des égaux, bien sûr, Mhm. pour créer une loi, pour l'administration Mhm. publique et tout. Mais il doit reconnaître que les gens socialement ne sont pas traités comme égaux, hein, qu'il existe du racisme, existe du machisme, existe la xénophobie et tout, hein. Mhm. Donc, il doit reconnaître ces problèmes aussi, hein, et chercher de manière de les résoudre pour avoir la légalité comme but, hein, une fois qu'elle n'est pas réelle, hein. Oui, non, mais je Euh, suis d'accord. et pour arriver à ces buts, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais pour faire Mhm. quelque chose, il faut avoir des données, hein, qui nous vont nous montrer où est le problème, hein. Et si on n'a pas ça, c'est comme on ne va pas parler. C'est comme on a un problème dans notre famille, mais on ne parle pas du problème. On va attendre il va se résoudre normalement Oui, par la force de la nature et tout. ouais, non, mais c'est exactement ça. C'était mon ressenti. Comme je veux faire une thèse après, je voulais faire une thèse sur les personnes en prison, mais je garde toujours ce côté plus sociologique de savoir s'il y a un problème en prison. Il faut savoir qui est là, avec qui on parle et tout. Et je ne peux pas faire ça en France. J'ai des limites. Sinon, et par exemple, dans mon mémoire, j'ai décrit un peu, j'avais un parti un peu sociologique pour dire pourquoi la prison en France et au Brésil, il y a c'est si surpeuplé. Et j'ai écrit un peu au Brésil, quand j'ai parlé du Brésil, j'ai écrit un peu sur la colonisation, un peu sur la politique des drogues, la politique des tolérances zéro. Et je voulais écrire un peu sur l'esclavage, comment ça affecte, enfin, pourquoi on pense que c'est normal
de mettre en prison et laisser mourir des gens noirs, majoritairement noirs. J'avais trop peur d'écrire ça parce que c'est un crime ici. Je ne pouvais pas dire genre, ah, il y a 56% de noirs en prison. J'avais peur de perdre des points et être arrêtée après. Je sais pas. Et tu l'as fait, non? C'est pas possible de faire, hein? Non. Mhm. J'avais peur. J'ai eu Oui, peur. oui, bien Donc, sûr, hein. c'est ça, pour ma thèse, j'ai commencé à penser dans d'autres pays parce que je sais, par exemple, en Angleterre, je sais qu'ils peuvent parler normal, comme des gens normaux, ils peuvent parler comme au Brésil. Et une fois, j'avais discuté avec une collègue, elle a dit, elle a voyé que j'avais raison, mais elle a dit, en France, on a du mal à changer ça parce qu'on pense que l'idée de faire genre même les quotas, on n'a pas de quotas ici, c'est trop américain, très des États-Unis. C'est une idée des États-Unis de faire ça. On n'a pas de politique pour ça, par exemple. Oui. Ah, c'est triste. Mhm. Euh, bon, on revient, mais d'un point de vue pratique, alors, comment s'est passée ta recherche? Tu es allé dans les prisons, comment tu as fait pour trouver les données? Tu es allé dans des organismes supranationaux, qu'est-ce que tu as fait? Je voulais. Enfin, comme c'était ça, c'était un truc que j'ai eu du mal un peu parce que c'était une recherche très théorique. Comme j'ai fait, comme je connaissais pas les cours, les organismes, j'ai dû apprendre les structures, donc c'était des manuels. Ici, il y a une habitude d'aller à la bibliothèque, aux bibliothèques. À Paris, il y a plein de bibliothèques dès la ville de Paris, la bibliothèque des universités. L'habitude d'aller pour étudier dans une bibliothèque, c'est plus répandu ici qu'au Brésil, je crois. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. Et plein de bibliothèques, elles sont très belles, quelques-unes, elles sont très belles ici. Et, et donc, ça m'a manqué un peu les côtés pratiques. Donc, mais quand même, j'ai essayé de faire des choses à part qui n'avaient rien à voir avec les mémoires, mais qui me permettaient d'aller en prison pour voir si vraiment ce que je faisais était, enfin, si un cas que j'ai parlé de prison, c'était pas du tout. Par exemple, comment je peux expliquer ça? Parfois, dans les décisions que je prenais pour mon mémoire, il disait non, mais on a réglé les soucis des prisons en France, tout le monde a un chauffage maintenant, ou de la lumière, des fenêtres. Donc, ça m'a semblé un peu bizarre. Donc, j'étais, j'ai m'inscrit pour être bénévolat dans quelques prisons ici. Et, et donc, j'ai pu voir si les problèmes ils continuaient ou si c'était vraiment réglé. Donc, j'ai essayé de mon côté de faire un truc plus pratique parce que sinon, d'un point de vue pratique, j'ai fait que la théorie. Et la différence, c'est que c'est écrit ici et il n'y a pas un contrôle comme au Brésil. Il y a un contrôle d'un directeur des mémoires ou des thèses qui fait des entretiens, des rendez-vous au fur et à mesure. Et ici, non. Ils ont lu au maximum ton intro, à l'introduction, et après, c'est à toi. Donc, j'ai pas eu les suivis. Donc, j'étais un peu laissée seule à faire ça, rester des journées entières à la bibliothèque, trouver des méthodologies, de bouquins, des méthodologies. Et j'ai aussi essayé d'envoyer des mails parce que ces décisions pour qu'un cas arrive au cours, il faut que quelqu'un fait un pétition, je peux dire pétition, mais il y a un mot en plan, on peut dire en plan. Donc, normalement, au Brésil, c'est des associations, des ONG. Donc, j'essaie de les contacter, c'était dur. Et ici, des avocats, ils répondent pas trop. Et... Mais c'est ça. J'ai fait ça, j'essaie d'avoir pour moi les côtés pratiques, mais c'est pas obligatoire ici. Donc, c'est ça. Oui. Ah, c'est bon, hein? Tu as bien Mhm. essayé. Mais tu as réussi à travailler en tant que bénévole dans les prisons? Oui, c'était Oui. très bien. Tu as Mhm. travaillé à Fresnes? Non, Non. mais tes voisins, j'ai Fresnes? pu travailler avec tes voisins. Oui, Mais j'ai habité à Fresnes. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le savent. J'ai habité pas à Fresnes, prison, hein, mais dans la ville.
J'habitais deux rues derrière la prison. Je pouvais en fait entendre les cris parfois des prisonniers qui criaient, frappaient les fenêtres, des choses comme ça. Euh, mais elle est très célèbre, hein, la prison, parce que beaucoup de Mhm. gens parlaient des freins. Mais moi, j'ai choisi parce que c'était la ligne, le RERB, qui arrêtait. Il était très vite et je prenais comme 30 minutes pour arriver à la fac. Donc, j'ai choisi par la ligne même. Parce que c'est hors Paris, le prix, bien sûr. J'ai choisi par le prix du loyer et aussi par la ligne du RER, hein. Euh, et ça a été une Mais, coïncidence, mais ça a été tranquille. J'ai marché souvent à pied pour mhm, économiser le billet de bus. Toujours, je marchais à pied la nuit, et à tout moment. mhm. J'ai jamais eu peur, en fait. Mais dis, raconte à les personnes qui t'écoutent tes expériences avec les RERB, parce qu'il est très célèbre en France pour être super bondé, super. Il y a toujours du monde, c'est difficile. C'est un peu un bus centre-ville au Brésil à Ah, 18 heures. oui, en fait, euh, j'ai pris une décision de jamais prendre le métro à 18 heures. Et cette décision, je Mhm. l'ai prise après un jour que je sortais de la fac. Je suis allé directement au métro, 18 heures. Je l'ai pris et il était bondé, bondé, vraiment. J'étais devant la porte presque. Et un mec, il est entré devant moi. Il n'y avait pas d'espace. Il était plus petit que moi, de manière que ses cheveux étaient exactement à l'auteur de mon nez, tu sais. Mais, je ne sais pas, il puait. Il puait tellement, tellement que j'ai commencé à avoir la nausée. J'ai presque vomi sur le mec parce qu'il puait terriblement et c'était pas possible de bouger. Pas possible de bouger. Je ne pouvais pas échapper à l'odeur. Et ma chance, c'était qu'il fallait, je pense, que deux stations, deux arrêts pour que j'arrive dans la mienne. Et voilà, après, je suis sorti en courant du, de la station et je me suis dit, jamais plus, jamais plus. Et donc, j'ai commencé parce que j'étudiais à la Sorbonne, bien au centre même, au quartier latin, Mhm. la plus ancienne. Et j'ai décidé de flâner à Paris jusqu'à Mhm. 20 heures où j'allais à la bibliothèque, que c'est très belle, la bibliothèque de la Sorbonne, Mhm. et où j'ai resté à la bibliothèque, où j'ai commencé à flâner à Paris, j'ai mangé quelque chose, j'ai marché, j'ai visité un musée, un théâtre, une chose comme ça. Et après 20 heures que je prenais C'est ça, ma technique pour ne pas se fâcher avec le... Ouais. Mhm. Oui, Mais les le- personnes, elles sont au courant que parfois les gens en France peuvent pas tous tuer un peu. Non, c'était bizarre, ces mecs-là. C'était l'unique expérience bizarre même des odeurs comme Mais ça que j'ai eue, c'était ça. c'était l'été ou pas? Ah, non, je pense que c'était l'automne, peut-être. En plus, il n'y a même pas Oui. d'excuse. Non. L'automne ou l'hiver. Non, je pense que c'était la fin d'été, septembre, août, chose comme ça. D'accord. Mhm. Ouais. C'était terrible, hein. Ça a été terrible. Mais voilà, mais j'aimais en fait, parce que j'habitais ici à Belo Horizonte, je n'ai pas de métro. Et donc le RER, pour moi, c'était déjà un paradis, quoi. Seulement pour le fait d'avoir des horaires fixes, pour moi, c'était déjà bon. Ouais. Mhm. Et tu sais que ça va bien marcher, genre s'il manque 5 minutes, c'est 5 minutes, c'est ça. Et Mhm. voilà, parce qu'ici, il n'y a pas d'horaire fixe. Ils écrivent là, dans 10 minutes va arriver, il passe 20 minutes, il n'y a pas de bus. Non. 30, 40 minutes. Voilà. Et ça, c'est. Je pars bientôt de la France, donc les petits RRA, les miens, ça me fait un peu mal au cœur de les laisser. Oui. Et, Et oui, j'ai pris beaucoup le RER quand j'habitais à Montreuil, en fait. ouais. Oui, je Mhm. l'utilisais aussi en revenant dans ta recherche. Et Mhm. quelles ont été les différences plus marquantes que tu as trouvées après ta recherche? Quelle est la conclusion qui t'est arrivée? Comment ça marche au niveau des violations des droits de l'homme dans les prisons Ah brésiliennes et ouais. françaises? Mhm. Beaucoup de choses. Et j'avais trop peur
pendant ma recherche, je voulais pas être quelqu'un qui pour venir ici et parler mal de mon pays. Donc, j'ai fait hyper attention à toujours, si j'ai trouvé un truc hyper mal sur le Brésil, j'essaie de trouver un truc mal sur la France aussi. Et donc, s'il y avait une violation au Brésil, j'ai passé des heures, mais j'ai trouvé des violations en prison en Pour France. équilibrer les choses. Et ça, c'était un peu mal vu j'ai fait la soutenance de la thèse de mon mémoire. C'est un peu mal vu parce qu'ici, quand même avec les violations, et tout, ils ont fait plus d'efforts que nous, dans le sens où ils étaient punis par les organismes internationaux et ils ont essayé de changer la loi, changer un peu mettre un peu fin à ces violations. Et au Brésil, ben, non, on n'a rien changé. Donc, c'était un peu mal vu, cette acrobatie théorique que j'ai dû faire pour ne pas mal parler du Brésil. Parce qu'en fait, les deux, ils ont des soucis avec les violations des conditions des prisons. Mais le Brésil, c'est bien plus... Pour commencer, j'avais du mal à trouver des données au Brésil. Les prisons, c'est tellement un monde qui n'en parle pas au Brésil, qui en parle... c'est tellement caché. Personne n'habite à côté d'une prison comme ici. Il n'y a pas de données, il y avait des estimations. Enfin, j'ai vu quelques chiffres sur la COVID, par exemple, en prison. Ils ont fait des entretiens, ils ont pris les données de 20% des personnes en détention. Donc, ici, c'est plus systématisé. Donc, ça, c'était la première différence que j'ai trouvée. Donc, j'avais beaucoup plus de données sur la France. Ensuite, il n'y a pas des affaires ici avec beaucoup de morts, comme Carandiru, comme j'ai cité le Carandiru. Il n'y a pas des affaires de morts, en fait. Il y a un ou autre, mais il n'y a pas de violation systématique et violation générale avec plusieurs personnes qui sont affectées. Ici, parfois, il y a un individu qui est tombé du lit, où il n'y a pas 500 morts, comme il y a beaucoup de cas de massacres au Brésil. Oui. Et juste en question, il n'y a pas la peine de mort en France, hein? Non, Ah, depuis 1981. ok. 81, c'était le dernier pays de l'Europe à abolir la peine de mort. Mhm. Mais ils ont compensé ça avec les prisons perpétuelles, les prisons à vie. Donc, tu peux être arrêté à vie en France. Ah, et Et vraiment, à vie? ouais, c'est pas Ah, comme au Brésil qui oui, a c'est 30 ans. 40 ans. Ah oui, voilà. Et- Après, les dernières politiques criminelles du dernier gouvernement, c'est 40 ans. Et donc oui, c'était une question de la dimension de violation et aussi l'organisation. Et aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est une question que ma directrice m'a posée. J'ai cherché à mort et j'ai pas trouvé. Enfin, chaque organisme, ces deux organismes, ils peuvent décider de façon contraignante ou pas. Et normalement, l'Europe, elle prend des arrêts, la Cour européenne, elle prend des arrêts qui sont des décisions contraignantes. Il faut faire, il faut indemniser, il faut changer la situation et tout. Et le Brésil, la Cour brésilienne, la Cour interaméricaine, elle préfère des décisions pas contraignantes, les mesures provisoires. C'est quand il y a un souci grave, ponctuel, qui met en danger la vie de la personne et on n'a pas le temps de penser. Donc, mais il y a plein de mesures provisoires sur le Brésil, mais il n'y a pas un sentence, un arrêt sur le Brésil. Et je ne sais pas pourquoi, parce que les problèmes sont vrais, ils sont réels, il y a de prisons qui c'est... Même ma prof, elle était choquée avec les cas, par exemple, il y a une prison à Rio, c'est une prison de... Quand la personne, elle est blessée quand elle est arrêtée par la police et la police la blesse, ils la met dans cette prison spécifique. Et donc, c'est horrible pour prendre soin d'elle. Donc, c'est censé être un lieu avec plus de médecins et tout, mais pas du tout. C'est un peu pour les laisser mourir. Et c'est une prison
c'est une vision, ils disent que c'est la pire prison en Amérique latine parce que la cour dit ça, parce qu'il y a des gens avec des balles dans leur crâne, les gens qui manquent un bras, qui sont là, et pas, enfin, ça n'existe, ça n'était pas censé d'exister. Donc la cour pourrait faire des décisions plus contraignantes, elle ne fait pas. Je ne sais pas si le Brésil, avec la force qu'il a par rapport à d'autres pays, il empêche la cour de travailler. Si c'est la priorité qu'il donne à d'autres cas comme la dictature, je ne pourrais pas répondre, mais c'est grave et c'est un peu ignoré par les cours. Ah, c'est bizarre, hein? Mhm. Tu as beau essayer de défendre le Brésil, mais ça n'a pas marché, hein? Le Brésil ne t'a pas aidé. Ouais, c'est ça, j'ai essayé. J'ai dit non, mais par contre, la France aussi, Oui. il y a des cas, d'accord? Non, mais sans Et doute, hein, la question de la violence policière ici au Brésil, c'est c'est bizarre, hein? Bizarre même. C'est une chose quotidienne, cette guerre. Pour moi, je dis toujours qu'on est en guerre civile constante, hein. Euh, les banlieues brésiliennes et la police, hein. La oui, tout police à fait. militaire, civile, principalement. Mhm. C'est Ah, bizarre, hein? c'est même un massacre un peu. C'est un peu génocidaire ce qu'ils font. Il y a des auteurs qui parlent de le génocide de la population des jeunes noirs au Brésil, mais je peux pas les dire en France. Ah, Donc, on peut pas. oui. Bon, et déjà entrant dans ces points-là, parce que c'est un thème qui parfois je recherche aussi sur les prisons et tout le système carcéraire et tout. Et j'aime écouter le rap brésilien, il parle beaucoup de cette question de la prison et tout. Euh, et j'ai entendu parler, et j'ai déjà vu des documentaires et tout, qui parlaient de ça, qu'au Brésil, on a eu un mouvement de résistance contre ces massacres du système carcéraire, on peut dire ça, du système carcéraire, du système prisonnier et de la propre police. Et cette résistance c'était à la création du crime organisé, ils sont tous les plus célèbres ici, que c'est le PCC à São Paulo et le Comando Vermelho à Rio. Les deux, ils sont apparus dans la prison, hein, dans des prisons différentes, bien sûr, dans des états différents, mais qui ont été créés dans la prison comme une forme de résistance même, de se sauver, sauver leur propre vie, améliorer leurs conditions et tout. Donc aujourd'hui, cette guerre civile, elle existe à cause d'une force très excessive et meurtrière du propre État, hein. Et aujourd'hui, le crime organisé, comme le PCC, domine beaucoup d'États, pas seulement São Paulo, il est vraiment bien organisé. Est-ce qu'il existe quelque chose pareil en France ou au Brésil? Tu as arrivé à ces points-là dans ta recherche? Est-ce que ces organismes parlent du crime organisé? Wow. Le Brésil, je crois que j'ai déjà eu cette conversation avec un prof que j'ai eu enfin, j'ai fait un cours ici, c'était super intéressant. À l'université, c'était optionnel. C'était un cours dans la prison où la moitié des étudiantes, c'était des étudiantes de l'université, la moitié, c'était des détenus à Nanterre. C'était un cours de criminologie clinique. C'était étudier les raisons du crime et tout. Et on a parlé un peu de ces bandes et crimes, je peux dire les crimes en groupe et tout. Euh, et j'avais un peu parlé à mon prof sur ça, sur la criminalité organisée au Brésil. Et il dit que c'est plutôt un phénomène latino-américain. On a au Mexique, au Fort, Colombie, au Brésil. Et on a bien parlé sur le Brésil. Je lui ai montré les statuts, c'est pas statut du PCC et il était étonné. Il a dit, mais comment ils sont si organisés qu'ils ont des lois propres et tout. Il a dit, il n'a jamais vu ça. C'était une expérience sociologique pour lui. Même, par exemple, dans les réunions de PCC, il y a comment on peut dire ça? Quand tu achètes, Le rapport. un rapport et quand tu achètes un truc, il y a les fins, les comptes.
des entreprises, ils font ça, tous les comptes du mois Ah, pour c'est vrai? bien faire dépenser et tout. Mhm. Comme en entreprise, les PCC, quand ils font Il a une au fin du mois, comptabilité et tout. oui, la comptabilité et tout. Je pense qu'on peut dire le Et compte rendu des oui, c'est gens. exactement ça. Et il était étonné, il dit, ça n'existe pas, Mais on je ne l'explique. blague pas. Quand ils ont choisi le mot organisé, c'est parce que c'est vraiment organisé. Non, ouais, imagine une personne comme ça qui gère une entreprise. Ça serait Google, Microsoft. Parce que c'est vraiment organisé. Il dit non, mais ça n'existe pas. Par contre, il y a beaucoup de bandes ici, des bandes, par exemple, des bandes de jeunes, comme aux États-Unis, les quartiers noirs, il y a des bandes. Et en prison, Ouais, tu peux pas dire noir, hein, tu dois dire des ah oui, quartiers. pardon, des quartiers, et ils disent les bandes de cités ici, les bandes de Oui, cités. voilà. Les organisations, j'ai voyé beaucoup en prison aussi, c'est un truc que j'ai vu moi-même. Je ne peux pas les soutenir par un auteur, un manuel. C'est un truc que j'ai vu quand j'ai travaillé en prison. C'est les organisations territoriales. Et c'est encore la preuve que ça existe, la différence entre personnes, qu'ils se différencient. Enfin, par exemple, les organisations territoriales. Les stages, j'avais un stage obligatoire. J'ai travaillé dans les quartiers de Semi-Liberté, que ce sont des personnes qui dorment en prison, mais qui sortent pour travailler. On a la même chose au Brésil. Donc, c'était plus souple et j'ai aidé à les destiner à une cellule avec la chef de l'établissement quand on recevait. Genre, cette semaine, on va recevoir plus 3 détenus. Et on regardait un peu les noms, les prénoms, pour voir, par exemple, si on n'allait pas mettre une personne, un gitan avec un noir, parce que ça pourrait avoir des bagarres comme ça. Et je voyais beaucoup en prison, il y a de même pour les promenades, ils s'organisent un peu entre les Gitans, les Arabes, les Français. Il y a cette organisation et il y a des organisations, les Corses, qui ont beaucoup de pouvoir en prison. Et ils peuvent contrôler un peu l'administration, ils peuvent faire un petit réseau de trafic, mais c'est plutôt au niveau ponctuel. Je ne saurais pas dire s'ils ont une influence externe, si, comme au Brésil, si une personne en prison peut gérer des réseaux, des trafics. Mais ça se voyait un peu en prison, de ces groupes qui avaient plus ou moins force en prison et qui quand même géraient un peu des règlements des comptes, des drogues, des téléphones, des trucs comme ça. Oui. Ah, oui, c'est intéressant de penser, mais je pense que toujours il y aura un. Mhm. Euh, Sauf qu'au Brésil, oui, nous avons le problème du trafic de drogue dans un niveau international, hein, parce que Mhm. la cocaïne même, elle passe par ici pour arriver en France, hein. Ah oui, je ne savais pas. Ah C'est oui, vrai? la route de la cocaïne mondiale, c'est le Brésil, Rio, São Paulo, les ports, hein. Euh, Wow, Au merci. nord-est aussi. Euh, Mhm. dans des recherches que je faisais sur les crimes organisés, beaucoup de Mhm. gens ont parlé de ça, comment a changé le crime, et même les favelas Rio, euh, Mhm. qu'avant c'était un espace de samba, oui, c'était plus tranquille. Et aujourd'hui, il y a une grande criminalité dans les favelas, malheureusement, à cause de l'arrivée de la cocaïne, hein, qui a Wow. les gens Mhm. devenus très, très, très riches au niveau d'acheter des fusils, Mhm. des, des armes de guerre même et tout, hein. Mhm. D'avoir une personne qui gagne plus que l'État parce qu'il vend des Ah ouais. tonnes de Mhm. cocaïne à dollars, tu vois. Ouais. Wow. Ça, Oui, c'est c'est bien. étonnant. Mais explique-moi, pourquoi tu as commencé à chercher sur ça? Ça t'intéresse? Pourquoi? Ah, je sais pas. Ça m'intéresse parce que ça me parle, hein. Je sais pas. Je suis Mhm. noir au Brésil et je sens que Mhm. oui, j'ai des amis qui se font arrêter une fois par semaine dans la rue. Ah ouais. Mhm. Et j'ai des amis, j'ai un ami aussi qui a été arrêté vraiment, allé en prison. Il a passé 2 jours dans une prison, vraiment une prison, sans jugement, sans rien, juste parce que le policier l'a voulu. Ah oui, d'accord. Comme Tranquille. ça, sans aucun document, sans rien. Ils l'ont Ça, pris
Parce qu'il a Ah, parlé une chose pendant qu'ils ont cherché beaucoup de choses dans son sac. Ils n'ont rien trouvé. Et il mhm, a fait une blague parce qu'il est noir et ils ont fait mhm. tout pour trouver quelque chose. Ils n'ont pas trouvé, il a fait une blague. Les mecs l'ont pris, l'ont mis 2 jours en prison, une vraie prison avec beaucoup, les prisons surpeuplées avec des vrais Ah, criminels et tout. Et ce mec, il est gradué au FMIG avec moi en cours des lettres. Donc, il est un prof de portugais et tout. Et il a passé 2 jours. Et, sa famille le cherchait, ne savait pas où il était. Ils m'ont appelé parce qu'on est des meilleurs amis. Ils m'ont appelé. Moi, j'étais très préoccupé. J'ai appelé à sa copine. On a fait tout un mouvement pour chercher. Et après, elle est apparue et il nous a dit ils ont fait ça avec lui. Tout simplement. Tu vois? C'est ça. mais c'est n'importe quoi. C'est une question, enfin, c'est impensable dans une société démocratique, quelqu'un peut faire ça. Oui, Genre, si, il y a une présomption d'innocence, il y a tout, ils avaient pas du tout, il y avait rien, même si ça, rien. c'est, Et ils oui, il y a rien. savaient qu'ils n'avaient rien, qu'ils n'ont rien écrit. Hein. Il n'a pas un document qui dise qu'il est allé là-bas. Ils ont fait ça, tout simplement, sans rien dire à personne. Ils ont juste fait. C'est, Wow. Il n'y a pas de preuves, voilà. ils Donc, c'est sont une chose propres de- que je me sens obligé à chercher le thème parce que ça peut Ouais. arriver avec moi, ça peut arriver avec un ami et tout. Hein. Donc, ça m'intéresse même. Mais bon, et qu'est-ce que tu as trouvé des plus... Ah, après tes expériences directes dans les prisons françaises, il y a une expérience, un jour, quelque chose qui t'a marqué de manière spéciale, Ah, beaucoup de un choses. moment. Et, beaucoup de mauvaises expériences. Non, mais pour commencer, euh, Peut-être aller dans les il y avait prisons beaucoup de masculines, féminines, les deux. masculines. Masculines. Normalement, il y a moins. En France, il y a moins de prisons comme au Brésil. C'est moins Je sais pas pourquoi. Je crois qu'ils freinent, il y a un parti féminin. Mais c'est pas sûr. Comme j'étais à Nanterre et là-bas, il y a une prison. Donc, j'allais plutôt là-bas. Et beaucoup de choses, genre, ça m'étonnait toujours. Pour commencer, je vais commencer en ordre pas chronologique. Pour commencer, de dernières expériences. Quand j'ai travaillé au QSL, qui c'est le quartier de Sainte-Liberté, c'était plus souple. Il y avait beaucoup d'étrangers. Ça, c'était un truc qui m'a étonnée. Il y avait, enfin, Afrique, beaucoup, beaucoup d'étrangers. Les gens, je savais, comme j'ai pas eu les contacts directs avec beaucoup de gens, je savais pas s'ils parlaient français ou pas, mais il y avait beaucoup d'étrangers. Je crois que la majorité n'était pas français. Et, et aussi, les deux côtés, le côté mauvais et le côté étonnant, c'était la question qu'on ne connaît pas. On attend de voir un criminel, quand on dit, je vais discuter avec un criminel, quelqu'un qui a commis un crime. On attend de voir quelqu'un moche, qui fait peur et tout. Mais les personnes, les crimes les plus graves, dont j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un, c'est des deux personnes. Tu vois, les personnes normales, tranquilles, que tu peux dire sont hyper sympas, tu peux dire bonjour au métro et tout. C'était un cas de terrorisme et un cas un pédophile. Et j'ai appris après, et j'étais comme, comment ils sont un était hyper cool, il aimait les livres, il aimait discuter les livres, et c'était un pédophile. Donc, c'était étonnant, ça, c'était au niveau personnel de savoir que tu peux pas les savoir quand quelqu'un peut faire du mal. Ça me fait un peu flipper. Oui, c'est pas Et écrit pédophile dans les fronts, hein, comme non, ça. c'est ça. Et beaucoup de crimes, n'importe quoi, genre conduite en état d'ébriété. Je comprends là pourquoi les prisons sont super surpeuplées parce qu'il met en prison pour tout. Enfin, si t'es noir, si t'es arabe, ici, surtout si t'es arabe, il te met en prison pour tout. Mais des expériences ponctuelles qui me faisaient mal au cœur un peu, c'était que j'ai donné un cours en prison le mercredi. Et en France, les mercredis, les enfants, ils vont pas à l'école. C'est les jours pause.
pour les enfants. Donc, c'était les jours que les enfants allaient rendre visite à leur père. Donc, ça me faisait un peu mal au cœur de voir les petits qui attendaient pour entrer en prison. Et tous les mercredis. Deuxième chose qui me faisait un peu mal au cœur, c'était un jour que j'ai visité un peu la prison, j'ai rendu visite, j'ai marché un peu et il y avait des personnes qui avaient soif en cellule, mais ils étaient fermés et ils disaient on a soif et le surveillant il faisait rien. Genre, la relation de pouvoir en prison, ça te fait mal. Tu vois qu'il y a des gens qui ont d'armes, et ils peuvent faire beaucoup de choses. Après, je veux pas démoniser les gardiens ni rien, les surveillants, parce que c'est dur comme profession aussi. Mais les problèmes que j'ai eus en prison, avec les commentaires un peu déplacés, ah, brésilienne, je sais pas quoi, c'était jamais les détenus. Donc, les irrespectueux, c'était normalement les surveillants. Je connais beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec ça, les familles et tout. Donc ça, ce sont deux expériences étonnantes. Oui, c'est bizarre, hein. Et j'allais même te demander ça. Tu as eu des problèmes comme ça, mais c'est de la part des surveillants. Non, quand j'y vais en prison, normalement, c'était bien parce que c'était l'époque, la dernière fois que je suis allée donner un cours, c'était encore l'époque des masques. Ça, c'était bien. Et je sais, normalement, ils te disent, au Brésil, ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de types de vêtements que tu peux pas rentrer en prison avec. Et pas par rapport parce que c'est sexy ni rien, mais pour ne pas être confondu avec le garde, avec les surveillants ou avec les détenus. Mais aussi, tu peux pas entrer avec des leggings, des trucs comme ça. Ici, non. Tu peux entrer si je veux aller je sais pas, avec des talons, je peux. Mais ils te disent toujours, des personnes qui travaillent là-bas, les autres bénévolats, ils te disent, écoute, fais un peu gaffe à la façon dont tu vas t'habiller. C'est horrible. Il fallait penser à ça tous les matins. Donc, mets pas trop de maquillage. Et c'était plutôt pour le surveillant. Les détenus, ils sont hyper respectueux. Je ne sais pas si c'est un code interne de ne pas faire beaucoup de bruit avec les bénévoles, mais Oui, c'est c'était plutôt possible, hein. ça. Une des Mhm. choses que le PCC a fait dans le règlement, c'est justement dans la prison, hein, ce type de choses, hein, de respecter les jours de la... Tu peux pas... Si la famille de notre prisonnier vient, tu peux pas rester tout le temps en regardant la femme d'un autre ou ce type de conduite-là dans la prison, ils ont fait... Il a tout un règlement, n'est-ce pas? Ah ouais, bien sûr, c'est les règlements, c'est les règles les plus importantes internes. Donc, on Mais peut ça, dire... Ah non, pardon. vas-y. Non, j'allais te demander si on peut dire que l'organisme supranational qui protège les droits de l'homme dans les prisons brésiliennes, c'est le PCC. C'est ça, c'est ça. C'est le PCC. Et, et en plus, c'est un peu la même idée quand tu lis le règlement du PCC, ils disent un peu c'est pour protéger les frères et tout, et pour contre l'arbitre d'État. Un peu, c'est une bonne idée. J'ai vais écrire sur ça. Non, Oui. mais toi, t'as pas envie de travailler, enfin, de faire un travail, un bénévolat, une chose comme ça en prison? Parce que ça paraît un sujet qui t'intéresse un peu. Ah, je pourrais le faire, hein. Je n'ai jamais cherché de le faire. Je ne sais pas comment je pourrais le faire non plus. Je vais apprendre français aux détenus, quoi. Ah ouais, Mais imagine! Uhum. ce serait super, mais je ne sais pas, hein. Si tu m'invites quelques jours, j'y vais, hein, sans problème. Sans Oui, doute. non, mais ça, c'est une autre chose qui est au Brésil, les prisons sont un peu plus fermées, comme je t'avais dit. Ici, si tu veux travailler en prison, t'es le bienvenu. Là-bas, c'est une chose un peu plus cachée. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais pourquoi, mais enfin, en même temps, les prisons en France, il y a des soucis, mais ils ne cachent pas autant. Donc, si tu veux travailler, c'est bien, ils sont contents. Mm. Ah, c'est bon. Donc, dans certaines, bon, ça ne compense pas à 100%, mais au moins, ça équilibre un peu le fait qu'il s'en fût un peu pour ces choses d'origine et tout, hein. Oui,
Il y a beaucoup de formations, il y a des bibliothèques et tout. C'est un peu, tu peux rentrer et sortir un peu plus. Si tu veux faire des cours, ils t'aident un peu. Mais quand même, comme il y a trop du monde, il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc, c'est difficile de voir les choses. Il faut s'inscrire et tout. Oui. Donc, il y Et, a ces problèmes de surpopulation aussi en France, hein, dans les prisons. il y a beaucoup. Et il y a beaucoup, enfin, pas qu'en Brésil, mais il y a, je crois que c'est 116%. Et c'était un peu le débat l'année en 2020 parce qu'il y a eu la Covid, donc ils ont fait beaucoup ils ont passé beaucoup, c'est pas de loi, ils ont passé enfin, beaucoup de gens les gens étaient envoyés chez eux pour faire la peine chez eux. Il y avait beaucoup de remises des peines, des choses, enfin, qu'ils ne soient pas en prison. Donc, pour la première fois, depuis 2000, je crois, il y avait 80% d'occupation. Donc, c'était pas surpeuplé pour la première fois. Et quand même, les taux des crimes n'a pas augmenté. Donc, ils se sont rendus compte, genre, on a libéré des détenus, les criminels, mais la criminalité n'a pas augmenté. Donc, il y a un souci là. Il y a une chose, la prison, elle marche pas trop. Oui. Oui, sur ces points, j'aimerais te demander ça aussi sur les. Je ne sais pas si tu es arrivé à étudier ça, sinon, c'est pas grave, hein. Mais quelle est l'idée de la prison, hein, en France et au Brésil? Parce que on voit qu'au Brésil, ça n'existe pas, cette idée de réinsertion de la personne dans la société. Ça n'existe pas du tout. Tu vas juste l'écarter, comme tu as dit, c'est très écarté, les prisons ici au Brésil. Elles sont très, très, très écartées même, pour qu'elles ne nous dérangent pas pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans. Et c'est normal que quand ils sortent, beaucoup vont recommettre des crimes, parfois le même crime et tout, hein. Mhm. Est-ce qu'en France, il y a un travail plus fort dans cette idée d'aider la personne vraiment à ne pas commettre les mêmes crimes et tout? Ça commence à avoir des discussions en ce sens-là. Euh, Parce que, enfin, il y a même Foucault, il y a beaucoup d'idées sur la prison, comme ils disent, l'idée de la prison, l'origine de la prison, c'est qu'avant, la peine, elle était dans les corps des personnes. C'était tu coupes un main, tu la tortures. La prison, il existait des prisons, mais c'était un lieu pour attendre la peine principale, qui c'était une peine du roi contre le corps de quelqu'un. C'était bien plus ponctuel et bien plus, tu peux dire, cruel dans le sens que c'est dans les cœurs. Mais avec la révolution industrielle, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de travail et pas de travail pour tout le monde. Donc, il fallait faire une chose pour écarter les personnes même, les personnes qui n'allaient pas avoir un travail, les personnes qui dérangeaient, le SDF, mendiante. Bon. Et donc, on avait besoin d'une punition qui c'était plus répandue et qui faisait pas, que, était pas si choquant que c'est de tuer quelqu'un au milieu d'une place publique. Donc, ils ont décidé de faire c'est l'idée de Foucault, de la prison, c'est un peu ça, c'est écarter un nombre plus élevé de gens. Et après, ils ont trouvé un justificatif. Genre, ah, on fait ça parce qu'on veut l'améliorer pour être plus adapté à la société, plus. Il y a les deux idées. Il y a une punition, il faut punir la personne. Aussi, il faut que la personne comprenne ses actes et qu'il ne va pas répéter, mais aussi, il faut montrer aux gens autour qu'il ne faut pas faire. Genre, si je suis arrêtée, tu vas penser, ah non, mais j'ai fait la même chose, je vais finir arrêtée aussi. Donc, il y a ces idées à la prison. Mais aussi, il y a cette pensée critique qu'il faut juste écarter les gens et les oublier. Mais maintenant, en France, ils commencent à se rendre compte ils ont passé beaucoup de lois ces des dernières 3 années
sur les faits, par exemple. D'accord, si on dit que la prison, elle est pour améliorer quelqu'un, comment on peut incarcérer pendant 6 mois? 6 mois, ça va juste les faire perdre leur travail et d'écarter la famille, et ça va pas l'aider. Donc, ils ont passé des lois dans le sens où les crimes plus faibles, de 1 mois, tu serais arrêté 1 mois ou 6 mois, tu peux pas être mis en prison. Ils vont privilégier d'autres sources de punition. Donc, ils commencent à voir plus la prison comme une façon d'améliorer la personne. Et là, je crois qu'ils vont faire un changement du code de travail en prison pour être plus proche du code à l'extérieur. Mais c'est de petits pas, des bébés. On commence à voir plus la prison comme ça, mais à voir si ça va donner de résultats pratiques. À voir. Oui. Ah, j'espère que ça change même, hein, parce que Mhm. cette idée de on va montrer que si tu fais ça, tu seras puni, Non, ça déjà, marche elle ne pas. marche pas. La preuve, c'est la surpopulation des prisons. Ah ouais, non, mais Ouais, voilà. Parce la que, preuve, c'est d'arrêter des gens sans qu'ils en fait rien, non? Comme ton ami. oui, voilà. Mhm. Exactement. Je sais. Et ça, ça cause en fait beaucoup de révoltes dans le sens de la personne décider de commettre des crimes en fait ici au Brésil, hein. Bon, je suis arrêté sans rien faire, alors je vais commencer à faire, hein, au moins je vais gagner de l'argent avec ça. Ah N'est-ce pas? oui. Oui, c'est ça, hein. Mhm. Non, C'est mais c'est terrible. ça. Bon, Et- voilà, hein. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, mais que tu penses que c'est important de répondre? Un point que je n'ai pas touché, mais que tu penses que c'est nécessaire d'en parler? Tu es satisfaite? Non, enfin, je me laisse à disposition si les personnes, elles veulent, si quelqu'un veut étudier en France après un jour. Les parcours, c'est un peu, il faut un peu connaître les gens qui ont fait ça, les parcours Campus France, comme Pedro m'a aidé, donc je suis totalement à disposition. La France, elle est un pays qui donne quand même un peu moins, beaucoup d'aide aux étudiantes, donc ça, c'est pas un pays pas cher, mais c'est un pays qui aide les personnes qui veulent venir étudier. Donc, je suis à disposition. Tu peux donner mon Instagram. Et c'est ça. Ah, parfait, on va te taguer dans notre Instagram, dans les publications. Et bon, malheureusement, on doit finir un jour. Mais bon, normalement, on pose une toute dernière question, que c'est qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain français? Donnez-nous des indications, des lectures, séries, etc. D'accord. Mais j'ai commencé à lire un livre. Pour commencer, j'ai un peu de soucis. J'ai un peu du mal à me concentrer aussi. Donc, ça, c'est un problème avec toutes mes relations que je n'arrive pas à terminer une série ou un film parce que je commence à faire des choses. 20 minutes pour moi, si tu trouves un film qui va faire 20 minutes, ça marche pour moi. Plus, je commence à penser à autre chose et tout. Euh, mais donc, livre, je préfère les livres. Et j'ai commencé à lire un livre. Ça explique beaucoup. Tout ce que j'ai parlé un peu, c'est un sociologue qui a fait des recherches en prison, mais il parle d'une façon très simple. Il s'appelle Didier Fasson et le livre s'appelle L'ombre du monde. Je peux t'envoyer après en photo. Et il a fait des études pendant longtemps en prison. Il a discuté avec plein de détenus. Il explique un peu la situation des prisons en France. Tout ce que j'ai dit un peu et un peu plus. Même la question des ethnies cachées en prison, il parle un peu. Il parle du problème caché. Et c'est très intéressant, l'ombre du monde. Parfait, très bon. Je vais montrer ce livre aux gens qui nous accompagnent. Et comme d'habitude, on va faire des contenus exclusifs sur notre Instagram. Alors, suivez-nous, @bonfrancespodcast. On va taguer Victoria. On va poster des choses qu'on a parlé ici dans les podcasts, comme d'habitude. Et voilà, merci beaucoup. Merci, À Victoria. toi. Vraiment, un grand merci d'avoir accepté l'invitation, de ta disponibilité.
Ça a été très bon. Et rendez-vous pour parler de ton doctorat d'ici quelques Ouais, temps. j'adore. Et voilà, à tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à ce moment, merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine. prochaine.